Si vous êtes dans le monde de l'informatique, que ce soit en tant que développeur, ops, chef de projet, peu importe le poste que vous occupez, vous avez sûrement déjà entendu parler de Git et de GitHub. Sauf que quand on parle de Git et de GitHub, en fait, il y a aussi beaucoup d'autres termes, d'autres actions, je vais appeler ça comme ça, qui accompagnent ces deux termes, en fait, tout simplement. Vous allez entendre parler de Git clone, Git commit, Git push, Git pull, Git merge, Git rebase, Git squash. Vous en avez comme ça plusieurs à l'appel qui vont défiler dans vos oreilles, j'ai envie de dire ça comme ça. Souvent, c'est très compliqué à comprendre. Et puis, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe derrière ces termes, en fait? Ok. Dans cette vidéo, ce que je propose de voir avec vous, donc, c'est de démystifier tous ces termes-là. Faire comme si on partait de zéro, vous n'avez jamais rien compris, vous ne maîtrisez pas ce que c'est. Et à partir de ça, on verra donc grosso modo comment on fait pour que ces termes soient des copains pour vous à partir de maintenant pour votre quotidien. Ok. Pour faire très très simple, avant qu'on ne rentre dans la vidéo, GitHub, c'est une solution en ligne qui est maintenant propriétaire de Microsoft, qui permet d'héberger votre code ou votre travail. Si vous avez utilisé Word par exemple, dans Word vous avez des révisions en fait. Ici on n'aura pas des révisions, mais on aura une solution en ligne qui va permettre de stocker notre projet. Git par contre, c'est le logiciel qui permet de récupérer votre travail en ligne, suivre les modifications qui ont été effectuées dans votre travail et les transmettre en ligne sur GitHub en fait. Okay. GitHub a des concurrents comme GitLab, Bitbucket, j'en oublie d'autres encore, mais qui sont tous utilisés pour la même chose, stocker le code, et tout ce code leur est transmis via Git en fait. Donc ensemble on va voir donc ce que sont Git et GitHub dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à vous et bienvenue encore dans cette autre vidéo de ma part. Je suis très heureux que vous ayez choisi de vous arrêter sur le titre qui a été proposé. J'espère que vous ne repartirez pas les mêmes bredouilles et que vous saurez à partir de cette vidéo être des experts en Git et en GitHub. Ce que je propose de faire avec vous, c'est de vous montrer donc comment on utilise donc Git pour suivre les modifications de votre projet et puis à les transmettre dans GitHub pour pouvoir stocker et conserver un historique quelque part. Je suis Achille Bougueng, développeur depuis assez longtemps pour transmettre mes connaissances. Et comme j'aime bien le faire, dans cette nouvelle vidéo, je propose de partager avec vous donc deux connaissances, encore une fois, Git et GitHub. Si tu es nouveau sur la chaîne, par avance, je te remercie de bien vouloir t'abonner. Je te le demande d'ailleurs comme petit service. Ça permet donc de grossir la chaîne et de faire connaître la chaîne au plus grand nombre en fait. Tous ceux qui auront des sujets similaires auront la vidéo qui leur est recommandée par YouTube. Si la vidéo que je présente là t'apporte une valeur, c'est-à-dire que si tu apprends des choses, merci donc de commenter pour nous dire si c'était bien ou si c'était pas bien d'ailleurs. Ça nous permet toujours de nous améliorer. Tu n'as pas tout compris, en plus du commentaire que tu as laissé, tu peux me retrouver sur LinkedIn. C'est toujours avec plaisir que j'échange avec tout le monde. Il y a un QR code qui s'affiche sur l'écran là, tu peux le scanner et tu vas atterrir directement sur moi et puis on pourra échanger dessus ensemble, pardon, sur WhatsApp. Dernière façon de discuter ensemble, sur mon site, tu peux réserver un petit créneau de 30 minutes et puis on peut échanger ensemble en one-to-one sur ton problème, que ce soit sur Git comme je suis en train de parler, sur Spring, sur de l'Ops en fait, quoi, peu importe le champ dans l'informatique que tu vas aborder, même si c'est pour des carrières aussi, il n'y a pas de problème, c'est toujours avec plaisir que je le fais. Ok, on est parti, merci. Tout simplement, ce que je demande toujours aux gens, c'est assieds-toi, prends un verre d'eau, une tasse de café et puis on est parti. Maintenant que vous avez compris ce qu'on veut faire, grosso modo, on a compris que Git, c'est le logiciel qui va nous permettre d'enregistrer les modifications en local et GitHub va nous permettre de stocker notre code. On fait deux choses. La première, c'est d'installer Git sur votre ordinateur si vous ne l'avez pas encore. Et la deuxième, ce sera de créer un compte sur GitHub aussi si vous ne l'avez pas encore. Donc, si vous avez déjà ces deux éléments, vous pouvez passer aux étapes suivantes. Mais si vous ne l'avez pas, je vous montre comment ça marche. La première chose, vous cherchez donc à installer Git, donc vous tapez juste Git d'abord sur Internet, du moins dans votre navigateur. Vous prenez le tout premier lien ici qui s'appelle git-scm. En gros, sur ce site, vous allez donc trouver les instructions pour installer Git. Donc, moi j'utilise un Mac, donc c'est pour ça qu'il me propose directement le Mac ici. Mais ici en dessous, vous avez, selon votre système d'exploitation, la manière d'installer. Donc ici, moi je vais donc aller sur le Mac ici. Ici, il me donne deux façons d'installer Git en fait. D'accord. La première façon, c'est de passer via Homebrew. Vous pouvez donc faire brew install Git en local.
Ou alors, si vous passez par Mac, vous pouvez faire sudo port install git en fait. De même, si vous êtes sous Mac, par défaut, vous avez Xcode en fait qui est installé déjà. C'est assez connu pour être utilisé par les développeurs d'applications pour iPhone en fait. Si vous avez déjà activé Xcode, vous auriez Git d'installer par défaut en fait, tout simplement. Ok. Si vous êtes sous Windows, c'est la même chose, hein. Vous avez qu'à double-cliquer ici, d'accord? Vous double-cliquez ici, vous allez donc pouvoir donc télécharger l'exécutable en fait. Quand vous allez télécharger l'exécutable, ce sera comme sur Windows d'habitude. Vous faites un clic droit ouvrir, vous faites suivant, suivant jusqu'au bout. Normalement, vous devez avoir le process d'installer tout simplement. Rien de bien compliqué. Donc, il faut choisir juste votre. Généralement, vous avez du 64 bits. Il y a très peu de personnes qui ont encore du 32 bits encore sur Windows aujourd'hui. Vous prenez si vous avez 32 bits, vous prenez 32 bits. Vous prenez 64 bits, vous prenez 64 bits en fait, bien sûr. Donc, moi, je suis sous Mac. Je vais donc juste venir ici et je vais ouvrir mon terminal. Donc, vous pouvez donc ouvrir votre invite de commande sous Mac. Si je fais un contrôle espace et que je cherche terminal, vous mettez où vous voulez. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à choisir une position. Je vais zoomer un peu pour que ça se voie. Vous faites un brew install. On nous a dit que c'était un brew install git. Là. Donc, brew install git. Vous allez juste attendre le temps que les commandes se fassent et vous devrez avoir votre Git qui est installé sur votre ordinateur sans problème. D'accord? Moi, je vais faire un brew auto-update ici. Dans l'ensemble, au final, ça devrait bien se passer parce que j'aurai tout ce que je veux. Deuxième étape, pendant que ça s'installe, nous on va aller sur GitHub, créer un code. Pourquoi créer un code sur GitHub? Parce qu'encore une fois, tout notre code va finir sur GitHub, bien sûr. Donc, la première des choses ici à faire, c'est de dire que vous tapez GitHub en fait. Encore une fois, GitLab a plusieurs concurrents. GitLab, par exemple, Bitbucket aussi, qui sont assez connus en fait. Ce sont surtout des solutions en ligne pour stocker votre code. Quand vous choisissez l'un ou l'autre, normalement, vous ne perdez pas au change en fait. Vous perdez rien au change. Donc ici, je vais venir sur GitHub ici. Le premier lien ici au-dessus, c'est le sign up pour s'inscrire et créer son compte. Donc je vais en venir ici, il me dit en gros bienvenue sur GitHub bien sûr, il me demande mon mail en fait. Je vais donc dire que mon mail c'est accueil@chilo.tech. Donc si vous voulez nous joindre dessus, vous pouvez passer par cette adresse mail là et puis on répond toujours bien sûr. Il me dit de choisir un mot de passe. Donc moi je vais choisir un mot de passe pour me connecter la prochaine fois. Il me dit c'est très comme un mot de passe ici. Après c'est à mes risques et périls, hein. C'est moi qui sais ce que je veux garder dedans ou pas. Il me demande de choisir username. Ça veut dire que chaque fois que vous allez faire des modifications, il faudra qu'on sache qui a fait les modifications en fait. Donc, ce username là va permettre de dire que à chaque fois une modification a été faite, c'est Achille qui l'a faite en fait. Donc, il faudrait donc qu'on puisse donner un username ici. C'est vous qui choisissez ce que vous donnez comme username. Certains donnent des pseudos de, je sais pas moi, qui leur conviennent le mieux. Mais moi, j'aime toujours dire sur un projet, respectez votre projet. Hein, mettez un username qui vaut la peine en fait. Ne mettez pas janvier 46 ou bien 845 quoi. Vous voyez. Mettez votre bonne information en fait pour qu'on sache ce que vous voulez. D'accord. Et donc je vais mettre accueil-chilo comme ça, on sait qui a fait quoi. Je vais continuer. Il me demande si je veux les mises à jour en fait du projet. Bon, du produit, je vais dire non. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pour la protection de votre compte, il me demande de réaliser une énigme. En gros, c'est pour vérifier que je ne suis pas un robot tout simplement quoi. Ok. Il me demande donc d'utiliser des flèches ici, là, pour orienter l'animal dans la direction indiquée. Donc ici, je vais mettre l'animal dans la direction indiquée. Donc vous allez donc faire ça, il va vous tester ça plusieurs fois en fait, pour être sûr que vous n'êtes pas un robot, quoi. Et à la fin, vous pouvez donc créer votre compte. À ce niveau, c'est rien de bien compliqué. Il va m'envoyer un compte par mail en fait, pour être sûr que le mail que j'ai mis est bien le mien en fait. Rien de bien compliqué en fait. Donc je vais donc prendre le code qu'il m'a donné par mail et puis je vais le saisir. Si vous avez le mail sur votre ordinateur, prenez sur ordinateur. Si c'est sur votre téléphone, le prenez sur votre téléphone, bien sûr. 718 44 334. Aujourd'hui, de plus en plus, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse dessus. Quand vous êtes sur un système d'information comme ça, quand vous créez un compte, avant, on vous envoie des liens pour activer vos comptes. Maintenant, vous aurez plutôt des numéros, en fait. Comme ça, on est sûr que vous n'allez pas cliquer automatiquement dans un lien qui est dans un mail, en fait. Vous êtes obligé, pardon, de revenir saisir l'information. J'en parle assez bien dans ma vidéo sur Spring Security, où il y a la partie inscription de l'utilisateur aussi. Donc, je vous mets le lien dans la description, vous allez voir comment ça marche quand on fait du Spring Boot, bien sûr.
Alors, ils me demandent combien de personnes sont dans les comptes. Je pense que ça, c'est plus pour leurs statistiques, hein. Après, ils pourront vous revendre des choses, en fait, bien sûr. OK. Ils me demandent quels sont les éléments qui m'intéressent. Vous embêtez pas, prenez d'abord tout, hein. Il vaut mieux, qui peut le plus peut le moins, comme on dit souvent. Donc, d'abord, je vais d'abord tout prendre. Et le jour où je n'en ai pas besoin, je peux revenir désactiver, en fait. Alors, ici, ils vont vous offrir deux options possibles. Soit la partie gratuite, soit la partie payante. Pour le moment, on va partir sur la partie gratuite parce qu'avec ça, on a tout ce qu'on veut. D'accord. En gros, il vous dit ici que vous avez autant de repos que vous voulez. Il n'y a pas de problème dessus. Vous pouvez construire vos projets. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur GitHub Action qui montre comment construire votre projet avec Spring Boot sur la chaîne aussi. Vous avez 500 mégas pour stocker vos packages. Bref, vous n'êtes pas limité, quoi. Voilà. Vous n'êtes pas trop limité. Donc, je vais donc créer mon compte comme ça. Et à la fin, blow my mind, il me met une petite lumière là pour dire tout s'est bien passé, vous pouvez continuer en fait. Et donc quand vous arrivez dessus, il y a quelques vidéos introductrices là qui vous montrent donc comment vous pouvez créer votre projet. Ok. Donc ça c'est la première étape, c'est d'installer Git et de créer un compte sur GitHub bien sûr. Ici, j'avais lancé mon installation ici. Au final, il me dit grosso modo ici qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Pour vérifier que l'installation s'est bien passée, je vais juste nettoyer mon invite de commande. Vous n'avez qu'à dire si que vous voulez un Git, vous tapez juste Git. Git-version. Vous avez donc ici la 2.42 de Git qui est installée à l'instant où je tourne la vidéo. Vous, ce sera peut-être une version supérieure, mais vous avez au moins le minimum là qui est installé pour vous. D'accord? Avant d'arrêter cette partie sur la configuration de GitHub et de Git, bien sûr, il faudrait qu'on fasse maintenant le lien entre les deux. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse une configuration de Git telle que quand on va faire des modifications en local, ça puisse historiser, bien tracer qui a fait quoi en fait. Parce que quand vous êtes seul sur le projet encore, ça va à la limite, parce que même quand vous êtes seul, il faut connaître la date à laquelle vous avez fait des choses. Mais quand vous êtes plusieurs, on doit savoir qui l'a fait. Donc on va configurer dans Git pour lui dire pour les modifications que je vais faire sur mon ordinateur, là, automatiquement, enregistre que c'est moi qui ai fait les modifications. Donc, pour configurer votre Git en local, vous allez donc venir ici sur le site, vous cherchez Git Configuration, voilà. Ici, vous avez donc le premier lien là, qui s'appelle Git Configuration, c'est le 8.1. Vous prenez le lien ici si vous n'avez pas à voir. Customizing Git-configuration. Alors, les configurations qui t'intéressent le plus sont celles-ci. La première, en gros, c'est de dire que vous aurez un Git ici, config-global username, et grosso modo, on dit le nom que vous allez mettre ici, en fait. Donc, vous mettez dans le nom pour qu'on puisse savoir qui a fait ce que vous avez fait comme action. Donc, je copie ça. Je reviens à mon terminal. Je vais coller. Donc, git config global user.name, en gros, donc, je vais donc dire ici, vous pouvez mettre le nom qui est donc Achille Bougang. Et vous tapez Entrée. D'accord? Deuxième chose que vous allez configurer maintenant, c'est le mail avec lequel vous allez créer votre compte. Je vais donc donner mon mail ici. Et donc, comme je disais tout à l'heure, vous avez qu'à dire accueil@chilo.tech. Je vais copier juste ça, faire un CTRL-C pour être sûr que je pars d'une bonne base. Voilà. Et vous tapez Entrée derrière, et puis vous avez donc la configuration de votre compte. D'accord? Donc, quand vous avez fait ça, donc, vous pouvez donc vérifier que votre compte a bien été configuré en faisant un git config. Vous pouvez donc lister ici. Bon, moi j'en ai beaucoup. On reviendra au fur et à mesure sur ce que j'ai moi. Mais grosso modo, vous pouvez donc comme ça trouver comment vous avez fait les choses en fait. D'accord? Dans le guide config, vous avez donc plusieurs façons de faire les choses. Alors, maintenant que j'ai mon projet, on va donc pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire qu'on va créer un projet en local et on va le pousser sur GitHub. On est parti. Maintenant qu'on a donc installé Git et on a notre compte sur GitHub qui est créé, on a donc pu faire nos configurations, on va donc pouvoir donc maintenant créer notre projet. D'accord? On va faire un petit projet, tout simplement, qui fait une sorte de carte de visite de vous, quoi, et donc de moi. Donc, tu fais ta carte de visite et puis tu pourras donc mettre ça sur Internet sans problème. OK? Donc, ce sera une page HTML avec un peu de CSS et peut-être plus tard du JavaScript si on en a besoin. Mais bon, au moins les deux, déjà, on les aura dès le départ. C'est bon? Il y a deux façons de faire les choses.
La première, c'est d'aller sur GitHub, créer votre projet et de le récupérer en local. La deuxième façon de faire, c'est de créer votre projet en local et de le pousser sur GitHub en fait. Donc vous avez les deux façons de faire les choses. Ok. Donc je vais vous montrer comment on fait les deux. Après, on supprimera un des projets en fait pour rester avec un seul. C'est bon jusqu'à là? Donc première des choses, donc je vais aller sur GitHub. Je vais créer un projet. Vous avez ici un Create Repository ici. Vous allez donc appeler ça MyVCard, c'est-à-dire ma carte de visite en gros. Donc ça c'est MyVCard ici. Dans l'inscription optionnelle ici, vous mettez si vous voulez carte de visite. Ou bien portfolio aussi, hein, vous pouvez l'appeler aussi portfolio en fait. Vous appelez ça comme vous voulez, que ce soit votre portfolio ou que ce soit votre carte visite pour montrer un peu ce que vous savez faire. Les deux se valent. Vous laissez comme ça pour le moment et on reviendra dessus par la suite. Ce qui est très bien, c'est que il vous dit en gros qu'il y a trois façons de gérer dans les choses. Vous pouvez utiliser un projet qui existe déjà. Ça veut dire que si c'est un projet que vous avez déjà en local, comme je disais tout à l'heure, vous allez en faire un git init dans le projet. Vous allez faire un git add, vous allez faire un git commit, vous allez faire un git branch, ainsi de suite. Si vous avez poussé un projet qui existe déjà, vous allez donc pouvoir faire lier ce projet à un projet que vous avez en local. Ou alors, vous pouvez donc récupérer sur votre projet. Donc, il y a trois façons de faire les choses. Mais nous, ce qu'on va faire ici, c'est récupérer le projet qu'on a à distance et du travail dessus en local, tout simplement. Ici, ce qu'il vous dit, c'est que vous avez le HTTPS ici. Vous pouvez donc copier juste ce lien qui est là. Et donc, on va donc taper notre première commande en Git. Vous allez dans le répertoire où vous voulez stocker votre projet, bien sûr. Moi, je vais dans Formation. Déjà, pour ouvrir Git d'abord, c'est sur Windows. Allez dans le répertoire où vous voulez créer votre projet. Vous faites un clic droit. Si vous êtes sur Windows 11, vous choisissez plus d'options. Sinon, vous tapez ouvrir Git Bash ici, en fait. Ou bien Git Bash ici, en fait. L'option est dans le menu, en fait. Ça vous permet d'avoir le terminal pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Ou alors, vous mettez n'importe où, faites un clic droit, ouvrez Git Bash ici, ça vous ouvre le répertoire. Donc moi, ce que je vais faire un CD. CD, ça veut dire Change Directory, c'est-à-dire se déplacer. C'est Change Directory. C'est un peu comme quand vous cliquez sur le répertoire pour y aller. Donc je vais leur dire ici que c'est formation. Moi, je vais aller sur Git. OK. Je vais chercher dans mon répertoire. Je vais un répertoire TP. Ou bien d'ailleurs, c'est pas très grave. Je vais donc prendre vcard. Comme ça. Ou bien je vais aller en Git tout simplement. Voilà, ça c'est bien. Et donc, ici, vous faites un ls, ça veut dire lister le contenu du répertoire. Si vous faites git bash ls, ça veut dire lister le contenu du répertoire grosso modo. Là, il vous dit en gros qu'on a d'autres projets déjà, mais c'est pas très grave. Donc moi, ce que je vais faire, c'est récupérer le répertoire qu'on a créé à distance pour le mettre chez moi. Donc c'est une sorte de téléchargement, quoi. La commande de git qui permet de le faire, c'est git clone. Ça veut dire que je récupère une copie en gros du répertoire distant. Donc git clone, ça veut dire, je vais te donner un lien, va télécharger le répertoire là, tu le mets chez moi pour que je puisse travailler avec. Ou bien travailler dessus, quoi. Vous faites un git clone, il dit que avertissement semblait avoir cloné un répertoire bit. C'est pas très grave. Parce que j'ai fait mon ls-al ici. Vous allez voir que j'ai ma V4 qui a été créée ici, qui est donc le répertoire qui vient de GitHub en fait. Ça, c'est la première façon de faire les choses, c'est-à-dire vous créez votre répertoire en local et vous le mettez sur GitHub. Ça, c'est la première façon de faire les choses. Deuxième façon de faire les choses, je vais supprimer le répertoire qu'on avait tout à l'heure. Donc, je vais faire rm-rf. Je suis allé très loin dans formation là. Il faudrait que je revienne dans Git d'abord, sinon j'aurai un problème. Je vais leur dire ici que je vais faire un rm-rf. C'est mieux. De myvcard. Ça, c'est bon. Donc, ce qu'on aurait pu faire, c'est de dire que je crée mon répertoire en local. C'est d'ailleurs les instructions qu'on a reçues qui sont ici. Là. Il vous dit en gros, créer un répertoire dans lequel vous voulez mettre votre projet. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire ici. On va faire mkdir. Mkdir, ça veut dire que make directory, c'est-à-dire créer un répertoire pour moi. MyVcard. Et puis, je vais aller dans le vcard en fait. Je vais faire donc echo myvcard ici. CD myvcard. Là, on arrive dans le répertoire dans lequel on veut faire les choses. Ça, c'est bien. Il dit ici, faites un echo myvcard dans readme. C'est-à-dire quoi? Il vous dit en gros, echo, ça veut dire affiche en console, mais redirige ce que tu devais afficher en console dans le fichier readme en fait. Donc, il va faire ce qu'il va créer un fichier readme. Le readme, comme son nom l'indique, ça veut dire que c'est un fichier qui contient la liste d'instructions pour exécuter votre projet. Donc, je vais donc pouvoir dire ici que echo myvcard, je redirige dans le readme ici. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un fichier qui s'appelle readme, en fait. D'accord?
Deuxième chose qu'il va donc dire, si il va faire un git init. Git init, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez créé votre répertoire sur votre ordinateur, par défaut, il ne connaît pas votre répertoire. En fait, Git ne connaît pas votre répertoire comme étant un répertoire dont il doit suivre le contenu, en fait. Parce que comme on a dit, il y a de plusieurs enregistrements qui se font dans notre répertoire, il faut être à même de les suivre. Donc, je vais donc commencer par dire ici que je vais faire un git init, en fait, ici, tout simplement. Faites un git init. Voilà, donc ici, il va vous dire donc ici que par défaut, là, il a créé ce qu'on va appeler une branche plus tard. Je reviendrai sur le terme branche plus tard, mais ce qu'il vous dit avec le jaune et le master qui est là, c'est que je sais maintenant que je dois suivre ce répertoire-ci, du moins les modifications que vous allez effectuer dans ce répertoire. Comme je sais les modifications que vous allez effectuer dans ce répertoire, donc, vous pouvez donc, si vous voulez garder le même nom master qui est là, soit changer de nom avec le git branche-m. On reviendra plus loin sur la notion de branche plus en détail. Ok. Aujourd'hui, on n'utilise plus la branche master, on utilise plus la branche main, en fait, c'est-à-dire la branche principale, en fait. Avant, très longtemps, dans certains projets, vous allez encore trouver des branches master qui traînent, mais on parle plus de branche main aujourd'hui. Donc, je vais prendre la dernière commande qui me donne là, git branche-m, là, pour lui dire en gros, je veux que tu renommes ma branche ici. Donc, je vais donc dire git branche-m. Je vais donner dans le nom main, en fait, à ma branche. Donc, je veux dire que ma branche principale pour mon projet, ou bien disons que le répertoire principal, pour le moment, je vais l'appeler répertoire volontairement, on reviendra dessus plus tard. Je vais donc dire ici que dans ma branche principale, ici, ce sera dans le main, en fait. Ok. Il m'a dit aussi d'ailleurs ici que je pourrais faire une config globale qui dit que par défaut, le nom de la branche par défaut à créer, c'est toujours un main. On reviendra sur la notion de branche encore une fois. Alors, ce qu'il faut savoir pour bien comprendre les choses, c'est que Git met les fichiers dans 3 états. En fait, quand on utilise Git dans un répertoire, le répertoire est dans 3 états. Le premier état, c'est le working area, c'est-à-dire que c'est votre espace de travail sans que les modifications ne soient enregistrées et suivies par Git. Donc, le premier espace de travail, c'est le working area. C'est ça. Deuxième espace de travail, ce qu'on appelle le staging area, c'est-à-dire que on va déplacer votre travail. Quand je dis travail, c'est donc tous les fichiers que vous avez modifiés. C'est ça que j'appelle un travail. Que ce soit un fichier texte, un fichier index, un fichier readme, un PDF, peu importe. Mais tous les fichiers que vous avez modifiés, on va les modifier. Donc, Git va les déplacer ce qu'on appelle un staging area. C'est-à-dire que c'est une zone dans laquelle il connaît les fichiers qu'il va tracer en attendant qu'on les enregistre. D'accord? Donc, vous avez le staging area, donc, qui est donc la zone tampon entre l'espace de travail et un SAS par lequel passent les fichiers en étant enregistrés. Et à la fin, vous avez le commit area qui est à dire qu'on a enregistré les fichiers au sens Git des choses. Parce que si vous faites un CTRL S dans votre éditeur, ce n'est pas enregistré pour Git. Git, il a le terme qui lui permet de savoir que vous avez enregistré. Donc, en gros, il y a un double enregistrement à faire. L'enregistrement au sens édition des fichiers, comme vous le faites tous les jours pour tous vos fichiers, et l'enregistrement au sens Git en fait des choses. Donc, pour le moment là, comme on est en jaune, ça veut dire que nos fichiers sont dans un working area. Ça veut dire que on est en train de travailler et Git ne connaît pas nos fichiers grosso modo. Il sait qu'a priori, il y a des fichiers là qui vont être suivis, mais lui ne les suit pas encore. Il ne suit pas les modifications du fichier pour le moment. Donc, si je fais ici, je refais un ls-al pour le coup ici, qui veut dire list directory. Il va me mettre ça verticalement, les informations. Vous allez voir qu'il nous a créé ici un répertoire qu'on appelle .git en fait. Le répertoire .git, c'est quoi? C'est où il va conserver l'historique de vos différentes modifications en fait, pour pouvoir vous les restituer plus tard. Le deuxième élément ici, c'est le rythme qu'on a créé tout à l'heure ici, quand on a fait le echo ici tout à l'heure. Donc pour le moment, dans non-working area. Et donc, pour suivre nos tâches qui sont ici, il va donc dire ici que faites un git add sur le rythme, c'est-à-dire quoi? Déplacer du working area vers le staging area, en fait, tout simplement. C'est ça qu'il vous dit. Donc, quand du working area, c'est la zone de travail et la zone tampon, en fait, qu'on appelle le staging area, en fait, bien sûr. Donc, quand je fais ça, ça me met en plus. Le troisième chose qu'on va faire ici, c'est un commit. C'est quoi un commit? Un commit, c'est une instruction pour dire à Git, enregistre-moi le fichier tout simplement. Donc, on va passer du staging area maintenant vers le commit. Comme ça, Git va pouvoir donc tracer toutes les actions qu'on a faites en fait pour nous ici. Le commit, c'est celui-ci. Il appelle ça first commit, mais vous pouvez mettre l'expression que vous voulez. Hein. Je ne sais pas first commit qui est obligé. En gros, ça c'est dans le M, vous mettez le message qui va vous permettre de suivre les modifications. Ça veut dire que le message va vous indiquer quelles sont les modifications que vous avez faites sur un fichier en fait. Donc le message est très important ici. Ne mettez pas n'importe quoi comme message. Mettez vraiment un message, comme on dit, meaningful, qui veut dire des choses. D'accord? Moi, je vais donc l'appeler initialisation du projet.
Je repasse en vert ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes modifications, même si on n'en a qu'une ici, pour le coup, sont passées par les 3 étapes que je vous ai présentées tout à l'heure. Le working au départ, quand on a créé le fichier. Le staging, quand on a fait le add, c'est-à-dire que l'étape tampon. Et à la fin, le commit, c'est-à-dire quand on a enregistré les modifications. Là, on a notre projet qui en local est à jour, mais à distance sur GitHub, en fait, c'est pas encore synchronisé. Maintenant, il faut pouvoir synchroniser les deux. Il vous dit donc ici que git remote at origin, en fait, ici. Je lève le main ici parce qu'on l'a fait tout à l'heure déjà. Ici, on a renommé notre branche en main. Donc, git remote at origin ici. Donc, en gros, qu'est-ce que je lui dis là? Je lui dis que mon répertoire qui est en local est lié à un répertoire distant, d'où le remote. Et le add, donc, ça veut dire que je vais donc rajouter le origin ici. Vous pouvez mettre n'importe quoi pour origin, hein, mais origin, c'est le standard, en fait, l'information, du moins, c'est le mot le plus utilisé. Donc, j'ai fait la liaison entre mon répertoire en local et le répertoire distant pour pouvoir à tout moment faire des modifications. J'ai donc mon répertoire en local qui est synchronisé à le répertoire distant. Il va donc me dire en gros, il me reste donc plutôt à faire la synchronisation des deux. C'est-à-dire que je vais donc transmettre mes modifications en local vers le répertoire distant. Donc il faut donc que je puisse synchroniser les deux répertoires, c'est-à-dire que je puisse transmettre mon travail en local vers le répertoire distant. Je vais donc faire un git push en fait pour transmettre les données. Donc la commande de git qui permet de transmettre mes modifications locales sur le répertoire distant, c'est git push. Je vous disais en intro qu'il y a plusieurs commandes, mais bon, quand vous avez compris la logique, vous savez comment les utiliser tout simplement en fait. Donc git push. Il me demande donc quel est le username qui a été utilisé pour créer mon compte. Donc je leur dis ici que c'est accueil-chilo. Vous pouvez aussi mettre votre mail, ça marche très bien. Il me demande le mot de passe. Je vais mettre le mot de passe qu'on a utilisé lors de la création du compte. Et là, j'ai une erreur. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit simplement que il ne permet pas, grosso modo, qu'on se authentifie avec le login et le mot de passe depuis août 2021. Grosso modo, il vous dit en gros, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut en réalité aller créer un jeton que vous allez utiliser chaque fois pour pousser vos informations en fait. Donc, je vais copier ça ici. Copie. Je viens sur le... Je vois un onglet ici, hein, comme ça je garde tout sous la main. Il vous dit ici que quand vous utilisez le HTTP ici, là, il faut que vous allez dans le Git Credential Manager ici, tout simplement, là, pour créer un compte, en fait. Parce qu'il y a deux façons de récupérer un répertoire. Soit c'est en HTTPS, d'ailleurs, soit en SSH. Bon, je ne parlerai pas des protocoles ici, mais grosso modo, comprenez que ce sont deux protocoles de communication. Celle qu'il a pu recommander d'ailleurs, c'est de passer par du SSH parce que vous allez générer ce qu'on appelle un local des clés. Et ce sont ces clés-là qui vont permettre de communiquer sur votre répertoire distant. Je reviendrai dessus plus tard. Pour le moment, on va juste aller dans le Credential Manager ici. OK. Et il vous dit ici que vous pouvez donc ici définir votre Personal Access Token pour pouvoir vous connecter, quoi, tout simplement. Donc, une fois qu'on est ici, on peut donc aller et choisir Managing Your Personal Access Token ici. D'accord. Grosso modo, je vous explique ce que c'est le Personal Access Token, hein, à quoi ça sert, grosso modo. La première phrase ici est assez bonne pour vous dire c'est une alternative, grosso modo, au mot de passe, parce que tout en a saisi un mot de passe, pour l'authentification à GitHub, en fait. Quand vous utilisez GitHub API, grosso modo, quand vous êtes dans une entreprise, vous pouvez utiliser, manager votre GitHub via des API ou alors l'invite de commande, en fait. D'accord. Donc ici, je vous laisse tout en bas, ici, vous explique donc comment vous pouvez donc créer votre Personal Access Token, en fait. D'accord. Grosso modo, il vous dit ici que si vous revenez sur votre compte ici, donc si vous cliquez ici en haut, vous avez l'icône ici qui dit en gros que c'est votre compte. Vous allez dans Settings ici, c'est-à-dire que vous avez défini des paramètres tout simplement. Une fois que vous êtes dans Settings ici, vous pouvez venir dans Developer Settings ici, parce que vous êtes là plutôt à une position de développeur, bien sûr. Maintenant, vous pouvez donc ici dans Personal Access Token ici, et puis vous allez donc créer ici donc des tokens en fait. Et ici, je vais donc dire ici, première étape, et donc on pourra dire ici que je vais générer un token ici. Vous pouvez aussi tout simplement cliquer sur le lien qui est là, hein, Generate Personal Access Token, bien sûr. Ici, il faut donc donner le nom de votre token en fait. Je vais l'appeler MacBook Pro. Je donne le nom de mon ordinateur, comme ça il sait pourquoi je l'ai utilisé. Et le compte utilisateur en fait, bien sûr. Je vais donc dire ici, c'est accueil Chilo. Comme ça, je dis que ça c'est sur cet ordinateur si j'ai créé un compte pour cet utilisateur. Il dit que ça peut expirer en 30 jours. Vous pouvez dire no expiration aussi. C'est pas très recommandé non plus.
Pour le moment, je vais mettre 90 jours. Voilà, comme ça, j'ai 3 mois devant moi pour utiliser. Si ça expire, vous pouvez venir recréer plus tard. Ce qui vous dit ici, c'est que vous pouvez en choisir qu'est-ce que votre personnel Access Token voilà, permet de faire comme action. Il vous dit ici que sur le repository ici, vous pouvez donc gérer les invitations, vous pouvez gérer le workflow, vous pouvez faire des choses en fait, bien sûr. Si vous avez des doutes, hein, vous prenez tout. Sinon, prenez le temps de relire. Hein. Full Access Control of Private Repository. Bon, moi, je vais avoir un accès dessus. Je peux faire des workflows, je veux écrire des paquets, je veux supprimer des paquets si je veux. Grosso modo, je relis ce qu'il y a dessus. Hein. Si vous avez un problème, voilà, ici, je vais pouvoir lire un projet aussi. Je peux gérer les clés SSH, comme je disais tout à l'heure aussi. Donc, si vous avez un doute, ne vous embêtez pas. Prenez tout. Sinon, choisissez ce qui correspond le mieux à votre besoin, bien sûr. Donc, je prends ça. Faites attention parce que quand il vous le présente, il ne vous le présentera pas 15 fois en fait. Stockez-le bien quelque part en fait. Pour le moment, je ne vais pas trop me déranger. Je vais copier ça, je vais utiliser ça directement. Je vais garder ça sous la main pour pouvoir l'utiliser plus tard. Ou alors, pour des besoins d'exercice, hein, je pourrais supprimer le token à la fin bien sûr, ou bien en générer un nouveau ici. Je vais juste le garder sur le coude en fait quelque part. Je vais d'abord le mettre ici là dans mon navigateur. Je reviendrai tout à l'heure pour le copier. Donc si je reviens maintenant ici, que je recommence mon push, je l'en dis ici que c'est accueil-Shilo. Et je vais donc coller le jeton que j'ai récupéré tout à l'heure. Et donc là, vous allez voir qu'il va me pousser mon code en fait. Donc voilà comment vous récupérez dans le Persistent Access Token et que vous pouvez synchroniser votre répertoire entre le répertoire distant et le répertoire local en fait. Et donc vous avez dans les deux informations. Si je reviens donc ici sur mon projet, je clique ici sur l'icône pour revenir à l'accueil et vous avez le nom de votre projet ici à droite. Vous allez voir que maintenant, on a un nouveau fichier qui est arrivé là, qui a été poussé par Rachid Bougueng. Le commit, c'est initiation du projet. Le fichier s'appelle readme, comme on l'a créé tout à l'heure, vous avez ma V4. Donc voilà votre premier projet qui a été synchronisé de deux manières. Soit vous créez votre répertoire à distance et vous clonez pour l'avoir en local. Soit vous créez votre répertoire en local, vous faites un guide remote add pour lier les deux. Et à la fin, vous faites un guide push en fait. C'est bon? Maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer à s'attaquer à notre projet à proprement parler. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va pouvoir créer notre V4. Donc maintenant que notre projet est synchronisé, on va donc pouvoir commencer à créer notre V4. Pour notre V4, donc, ce qu'on va se dire, c'est que la première étape, ce sera de créer une page index.html. Voilà. Quand on va créer la page index.html, on va pouvoir la modifier. Donc pour notre projet, on va utiliser notre éditeur de texte qui s'appelle VS Code. Si vous ne l'avez pas encore une fois, c'est le plus populaire aujourd'hui pour tout ce qui est développement web. Vous allez sur VS Code ici. Et vous pouvez en mettre ici votre Visual Studio Code. Donc ici, il me dit que je peux télécharger. Vous avez qu'à télécharger ici. Si vous êtes sur Mac, vous téléchargez. Vous allez mettre dans le répertoire app de votre ordinateur et ça va marcher. C'est très facile à installer et à ce niveau, il n'y a pas de problème en fait. Donc vous cliquez dessus, vous téléchargez et puis vous allez donc pouvoir l'installer. Maintenant qu'on a choisi notre éditeur de texte ici, je vais l'annuler ici hein, parce que moi je l'ai déjà en local, il n'y a pas de problème. Je vais me mettre dans le projet où je suis parce que moi je veux ouvrir VS Code ici. Vous trouvez, si vous êtes sur Windows, vous faites la recherche. Si vous êtes sur Mac, vous faites un contrôle espace pour ouvrir. Vous tapez code comme ça. Et on vous dit qu'il veut ouvrir Visual Studio Code. Vous pouvez donc comme ça ouvrir Visual Studio Code. Quand Visual Studio Code va s'ouvrir, ce qui vous intéresse donc, c'est de récupérer votre projet. Donc, on va aller chercher, nous, le répertoire qui contient notre projet. Donc, je vais faire fichier, ouvrir. Et ici, dans mes formations, dans Git, my vcard ici, je vais donc ouvrir ça comme ça. Maintenant que j'ai ouvert mon projet, voilà, ici en dessous, vous avez votre fichier qui a été créé tout à l'heure, le readme qui contient donc my vcard tout à l'heure. Et vous avez le répertoire Git ici, il ne faut pas le supprimer, il ne faut pas le toucher parce que c'est ce qui permet à Git de suivre votre projet. Moi, je vais pouvoir faire tout ça en un ici au final, hein. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Ici, je vais ouvrir mon terminal ici pour avoir mon avis de commande aussi dans ma fenêtre directement. Quand vous ouvrez votre terminal ici, vous pouvez choisir le terminal que vous avez ici. Pour moi, c'est ZSH Bash ici. Vous pouvez utiliser Git Bash aussi ici dans la liste déroulante
pour choisir celui qui vous convient le mieux en fait et avoir la coloration pour suivre vos tâches. Ok. Donc, première des choses que je vais faire ici, je vais leur dire que je vais créer un fichier ici. J'ai créé un fichier index.html. Encore une fois, quand vous avez créé votre fichier comme ça, là, vous avez donc votre fichier qui rentre dans ce qu'on appelle un working area. Ça veut dire que dites c'est qu'il y a un nouveau fichier qui a été créé, mais il ne le traque pas encore. En fait. Vous n'avez pas encore les modifications qui sont faites. Donc, ouais, c'est passé en jaune pour dire en gros qu'il sait dire qu'il y a un fichier qui est passé dans le working area en fait pour lui. Donc, quand vous êtes dans le working area, donc, c'est-à-dire la zone de travail, bien sûr, il faut donc mettre votre fichier dans le staging area. Pour ça, la commande c'est git add, c'est-à-dire que j'ajoute mon fichier dans le staging area. Je le déplace du working area vers le staging. Alors, faites un git add ici. Alors, vous avez le choix. Soit vous ajoutez juste le nom du fichier, c'est-à-dire que je donne index.html comme ça. C'est-à-dire que vous savez le fichier que vous avez créé et vous le rajoutez. Soit vous ajoutez tout le répertoire, c'est-à-dire que tous les fichiers, les modifications qui sont dans le répertoire, vous les mettez en fait. Vous allez pouvoir dire ici que vous allez faire un git add avec point, pardon. Git add point. Quand vous faites un git add point, donc, vous avez le plus ici qui vous dit que votre fichier est passé dans le staging area. Vous pouvez vérifier le statut de votre répertoire en faisant un git status. Donc, commande git status ici. Il va donc vous dire, en gros, moi je vais vérifier le contenu de mon répertoire. Vous allez donc ici dans le nouveau fichier dont vous avez dans le fichier index.html. D'accord? Donc, git index, vous avez le fichier index.html en fait qui est donc utilisé pour votre projet. Donc, nouveau fichier index.html qui a été rajouté en fait ici. Donc, moi, c'est un fichier HTML. Je l'en dis ici que c'est du HTML. Je choisis le 5. Comment j'ai fait pour avoir ça? Dans les extensions ici, vous pouvez rechercher HTML par exemple. Vous allez avoir les extensions ici qui vous permettent, par exemple, vous avez le HTML, CSS Support ici, IntelliSense, HTML Boilerplate surtout ici. Le Boilerplate ici, c'est lui qui me donne mon template ici tout simplement. Donc, je donne que ça, c'est ma vCard ici. Jusque là, on est plutôt bien. Je leur dis ici que dans ma vCard ici, je vais créer une div ici. Point vCard. Le titre, c'est H1. Ok. Je vais leur dire ici que c'est Achille Bougang. Si vous avez du mal à saisir tout ça, très honnêtement, c'est pas ce qui nous perdra le temps. Je vais dire que je veux un vCard HTML snippet comme ça peut être pas mal. Je vais voir by people ici, qu'est-ce qu'ils ont pour nous. En gros, ils vont vous donner des exemples de code que vous allez pouvoir tester, quoi, bien sûr. On peut choisir ce qu'on veut. Ça, c'est bien ça. Du coup, on va voir nos éléments sur le HTML, le CSS. En fait, l'idée, c'est juste de ne pas perdre le temps à écrire du code. Hein. On va juste copier un code qui existe déjà. Rien de bien important. Bon, on va pas faire l'animation non plus. On va juste copier le code qui est là. Parce que c'est ça qui nous intéresse surtout. Je vais copier ça. Et je vais lui mettre dans notre page ici. Voilà. Et donc, tout ça, comme je l'ai mis là, ici, je l'en dis ici que ça c'est Achille Bougang. Et je l'en dis ici que je suis architecte solution web. J'hésite toujours à mettre ce que je fais. Alors, ici, donc, vous pouvez en choisir de mettre tout ce que vous voulez comme information. Si vous voulez prévisualiser, dans les extensions ici aussi, vous pouvez choisir une extension qui s'appelle Live Server. Ok. Moi, je l'ai déjà installé, mais ça vous permet de mettre votre code en live. Donc, si je fais un clic droit ici, Open with Live Server, après l'installation, bien sûr, automatiquement, il va donc m'ouvrir mon code ici. Et grosso modo, voici ce que j'ai d'abord ici. Voilà. C'est pas très beau à voir, mais c'est déjà ça quand même. On va d'abord regarder ça comme ça. Maintenant que vous avez déjà cette partie qui est faite, ok, vous allez pouvoir dire ici que vous allez faire un git add pour mettre tout dans le staging area, bien sûr. Et vous faites un git. Quand vous avez mis dans le staging area, maintenant, la deuxième étape, c'est d'enregistrer votre travail. C'est ce qu'on appelle un commit.
Le commit, c'est en gros de dire je vais enregistrer mon travail. Donc, git commit-a, c'est pour le add. Et puis le M, c'est pour le message. Donc, il faut mettre un message chaque fois. Et je vais donc dire ici que page index de la vcard. Donc, en faisant ça, ce que vous faites, c'est que vous dites à Git, moi j'ai un travail qui est stable, il faut l'enregistrer. Comme ça vous permet de revenir dessus plus tard. Comment vous pouvez voir les modifications que vous avez déjà effectuées jusqu'à présent? Pour voir les modifications que vous avez faites jusqu'à présent, vous faites un git, vous tapez git log. Quand vous tapez git log, donc, vous allez donc voir que vous allez avoir deux modifications. La première ici, c'est le commit que vous avez fait à l'initiation du projet. Ça, c'est le message qu'on a mis tout à l'heure quand on a initialisé le projet. Ça, c'est la date à laquelle on a fait la modification. Ça, c'est très intéressant pour nous pour savoir si on veut revenir sur une tâche ou pas. Ça, c'est la personne qui l'a faite. Il faudrait que je modifie d'ailleurs le mail qui est ici parce que c'est un très très vieux mail quand j'étais encore chez ce client. Je suis parti de là il y a très très longtemps. Il faudrait que j'en change ça. Et ensuite, ici, vous aurez donc la page index ici, la page index de la V4, c'est-à-dire celle qu'on vient de rajouter ici. Et à la fin, vous aurez donc l'utilisateur qui a fait la modification. Vous allez donc concerner l'ensemble des modifications qui ont été faites sur votre projet et ça vous permet donc de faire ce que vous avez à faire en fait, sans problème. C'est bon? Comme ça, vous pouvez donc suivre donc les différentes modifications qui ont été faites dans votre projet. Une fois que vous avez une modification qui est stable et qui vous correspond, vous pouvez donc faire un push en fait pour sauvegarder ça sur GitHub. L'intérêt, c'est que si vous perdez votre ordinateur ou quelque chose, vous pouvez donc retrouver votre projet sans problème. Donc, je vais donc faire un git push. Donc, si vous laissez votre ordinateur au travail, vous revenez chez vous, vous avez le même travail partout en fait. Si je reviens sur notre site ici, je fais un F5 pour actualiser la page. Vous allez donc voir qu'on a maintenant un nouveau fichier qui est le index.html en fait. Donc ça c'est très intéressant pour vous. Ça vous permet donc comme ça de faire votre modification en local, git add pour enregistrer dans le staging area, git commit-am plus le message entre guillemets qui indique ce que vous avez fait. Et ensuite vous pouvez donc faire un git push pour transmettre vos modifications sur le repository distant. Une des notions très importantes quand on travaille avec Git, c'est la notion de branche. L'idée derrière la notion de branche, c'est de dire que chaque fois que vous voulez faire une tâche, ou bien que vous voulez réaliser une tâche, ce qu'on appelle aussi une feature en fait, vous allez donc créer une sorte de sous-répertoire dans lequel vous allez faire vos travaux sans embêter le répertoire principal qui pour nous est le répertoire main ici. Donc, il faut voir le répertoire, la branche main qu'on a vu tout à l'heure affichée comme étant un répertoire tout simplement. Donc, pour ne pas polluer ce répertoire-là, vous allez donc créer un sous-répertoire à côté qui va donc vous permettre de faire vos travaux sans polluer le répertoire principal, en fait, qui est le tronc de l'arbre. Il faut voir dans les branches, comme l'analogie avec les arbres d'ailleurs, vous avez un tronc principal qu'on peut appeler aussi comme étant la branche principale. Et à partir de ce tronc-là, vont dériver des branches, en fait, en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, mettez-vous bien l'image de l'arbre dans la tête quand vous faites les branches. L'idée, c'est de dire que quand vous avez un point défini de votre projet, vous allez donc pouvoir créer une branche, en fait, pour faire vos travaux. Ça permet que s'il y a des modifications qu'il faut faire, par exemple pour corriger un petit bug dans la branche principale qui est la branche main, vous pouvez continuer à le faire sans que ça n'empiète sur votre travail en fait. D'accord? Donc on va voir ensemble c'est quoi la notion de branche. Il faut voir encore faire les branches comme étant les démembrements d'un arbre tout simplement. Donc Git, quand vous dites que vous voulez créer une branche avec Git, en réalité vous créez une sorte de répertoire dans lequel vous faites votre travail sans polluer la branche principale. Et après donc, il faut donc pouvoir venir fusionner le travail que vous avez fait dans la branche principale. Donc, vous travaillez dans la branche que vous avez créée en modifiant les fichiers et en enregistrant des commits chaque fois. Et à la fin, donc, quand vous êtes sûr que vous avez une fonctionnalité qui est stable, vous allez donc pouvoir revenir fusionner la branche là dans la branche principale. Donc, voilà ce qu'on va voir ensemble maintenant. Comment on crée des branches, comment on gère des branches et comment on nomme les branches. OK? Donc, pour aborder notre notion de branche là, ici, ça c'est la page HTML qu'on avait tout à l'heure. Nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est à peu près le même look and feel qu'on avait ici, en fait, tout simplement. Ok? Je voulais avoir le même résultat
que celui qu'on a eu ici tout à l'heure quand on a pris la carte au départ, tout simplement ici. J'aimerais que quand on clique dessus, vous voyez qu'on ait ce résultat-ci, tout simplement. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais donc copier tout simplement le CSS qui a été mis ici, hein, pour la mise en forme. Je ne vais pas m'embêter à réécrire. Donc, comme je vais faire des styles sur mon projet, je vais donc rajouter une fonctionnalité qui s'appelle style, tout simplement. Donc, comme je disais, donc, je vais donc créer une première branche ici, que je vais appeler Git Checkout, c'est-à-dire que je demande à Git, en gros, de se déplacer. Comme on a dit, c'est des sous-répertoires, en fait. Je l'en dis ici à Git Checkout, c'est-à-dire Git, déplace-toi vers une branche, en fait. Une branche, il faut voir ça comme étant un répertoire virtuel, simplement. Alors, sauf que comme mon répertoire n'existe pas, je vais lui rajouter un tiret B pour dire branche. Donc, déplace-toi, ou bien crée-moi une branche, en fait, aussi, quoi. Si la branche existait, on a juste se déplacer dans la branche. Comme la branche n'existe pas, on va la créer en se déplaçant directement dedans. Maintenant que j'ai dit ça, je vais donc dire que c'est une feature. Pourquoi une feature? Parce que chaque fois que vous créez une branche, il faut rajouter dans le nom de la branche ce que fait votre branche simplement. D'accord? Donc ici, dans le nom de la branche, en fait, là, on va donc dire ici qu'on rajoute, grosso modo, ce que fait la branche. Quand il dit feature ici, ça veut dire que c'est une fonctionnalité que je vais rajouter à mon projet. L'autre nom aurait pu être fixe pour dire ici que je vais corriger une erreur, en fait. D'accord? Donc commencez par dire toujours ce que fait votre branche. D'accord? Donc je vais donc dire ici que c'est future. Et puis je vais rajouter style ici. Et j'ai dit que ma branche était une feature, c'est que je vais rajouter une fonctionnalité. Et la fonctionnalité que je vais rajouter, c'est le style, en fait. Donc je mets dans style dessus. Vous voyez donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va me basculer automatiquement sur une nouvelle branche, en fait, qu'on va appeler feature style ici, tout simplement. Jusque là, rien de bien important. Si je reviens dans mon VS Code ici, je vais donc créer un répertoire que je vais appeler style, comme ça, dans lequel je vais mettre tous mes styles, bien sûr. Je vais créer un nouveau fichier ici que je vais appeler index.css. Je reviens ici sur le site, ils me disent que c'est du SCSS, en fait. SCSS, si vous voulez. C'est du CSS qu'il faudra compiler pour avoir du CSS, en fait, au final, quoi. D'accord? C'est CSS plutôt transpilé, comme on dit souvent, en fait. Donc, il faudrait prendre ça, ce contenu-ci, qui est là. C'est un peu comme si vous disiez qu'on faisait de l'orienté objet en CSS, quand on parle de CSS transpilé ici. Donc, je vais copier ça. Et je vais chercher en ligne un logiciel qui fait du CSS to CSS, en fait. Ça existe. Vous faites le CSS to SCSS to CSS compiler. Je dis que j'accepte le cookie ici. Je vais coller tout ça ici. Je vais dire que je veux qu'il compile, en fait. C'est du CSS qu'on peut compiler. Et on va nous mettre ça, tout ça sur une seule ligne, en fait. Donc ça, c'est du vrai CSS tel que compris par des navigateurs. Je vais copier tout ça. Et je vais venir mettre ça ici. Donc, grosso modo, j'ai récupéré le code qu'ils m'ont donné là, et puis j'ai transpilé. Ce n'est pas le plus important pour nous en termes de Git, mais bon, l'idée, c'est de dire que je rajoute une fonctionnalité qui va styler ma page. Et ici, je n'ai qu'à rajouter un lien vers les deux. Je vais faire un link ici. Je vais leur dire ici que c'est style, comme ça, /index.css. Voilà. Je leur dis ici que le type du fichier, ou bien le type d'information dans le fichier, c'est du texte qui est du CSS en réalité. Je reviens donc sur ma page, ici. Ouais, donc, de facto, j'ai mon V4 qui est plutôt comme on voulait l'avoir, quoi. D'accord? Rien de bien particulier là, rien de bien méchant, mais je ne vais pas aller me battre avec les détails, ce n'est pas le plus important pour nous. Mais ce qui nous intéresse ici pour vous, c'est surtout de vous montrer que pour ajouter le CSS, je n'ai pas modifié ma branche humaine, j'ai donc créé une branche à côté dans laquelle j'ai fait mon boulot. Donc ici, je vais leur dire ici que dans ma branche, ici, si je reviens dans mon terminal ici, il a aussi basculé, parce que partout où vous basculez, il vous remet dans toutes les branches d'un seul coup. Donc je vais leur dire ici que je vais faire un git commit-am. Création du style, par exemple. Mettez toujours dans le message une phrase qui veut dire quelque chose, en fait. Ne mettez pas les commentaires du genre 1, 2, 3, 4, ça n'apporte rien à personne, en fait. Donc, mettez toujours une information qui veut dire quelque chose. Donc, je vais dire ici, création du style. Voilà.
Sauf que quand je suis en train d'enregistrer ici, là, ça reste en jaune, c'est normal parce que, souvenez-vous, on a dit que quand on crée un fichier dans le working area, en fait, il faut d'abord le basculer dans le staging area, en fait. Donc, je vais leur dire ici que git add, je le mets dans le staging area de le plus, et je peux donc revenir faire mon commit ici, qui va donc basculer ça dans le commit du staging area maintenant vers le commit area. Et donc, tout est en vert ici, ça veut dire que tout s'est bien passé, en fait, pour nous. Maintenant, supposons que je vienne rajouter, par exemple, ici, ça c'est l'arrière-plan en fait qui est utilisé pour mon site. Je vais changer par exemple cette couleur-ci. Au lieu de mettre du bleu, supposons que je mette par exemple je diminue un peu la taille de mon bleu, par exemple ici, là. Le vert ici, je le change légèrement. Rien de bien méchant. OK. J'enregistre. Donc, je leur dis ici que mon commit ici, ce sera... Il ne faut pas committer à chaque modification non plus. Vous pouvez modifier plusieurs fichiers avant de committer en fait. Généralement, on fait un commit quand on a une fonctionnalité qui est plutôt stable en fait. D'accord? Donc, mise à jour de l'arrière-plan. Donc, si je veux voir les modifications qui sont sur cette branche, encore une fois, je vais en faire un git log. Si je dis un git log comme ça, vous allez voir qu'il va me dire en gros quoi. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire grosso modo que je suis parti de la branche main ici. J'ai créé donc une autre branche à côté qui contient donc maintenant cette fois-ci mes commits. Ma branche ici, c'est Feature Style ici. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le head. Le head, si vous voulez, c'est la position du commit sur lequel vous êtes en train de travailler en fait. C'est-à-dire que chaque commit ici a un hash là. Donc, vous pouvez donc à tout moment revenir ou repartir sur un des commits en fait. Si vous voulez, il n'y a pas de problème en fait. Donc ici, vous pouvez aussi faire un git. Si vous voulez pas trop d'informations, vous pouvez faire un git log ici, one line. C'est plus simple à lire. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit qu'on a initialisé le projet. D'accord? On a fait un git commit sur le main. À partir du main, on a créé une branche, on a créé un commit, un style qui n'a pas apporté des choses. Et puis, on a vraiment corrigé en faisant add et en ajoutant un commit une seconde fois. Et donc, ici, on peut faire des éléments comme ça. OK? Donc, voilà votre branche, en fait, qui existe là. Alors, on a créé notre branche. Maintenant, on peut se dire que le mise à jour de l'arrière-plan, là, tel que c'est mis, ça ne nous intéresse pas parce que c'est très mal. Ça ne décrit pas vraiment ce qu'on a fait, en fait. OK? Moi, je veux dire que j'ai mis à jour la couleur de l'arrière-plan, par contre. Il faudrait donc que je puisse modifier ce commit-là. Souvent, ce que certains font, c'est qu'ils vont créer un commit, comme ça. Ils vont mettre un espace ici, pour que ça fasse une modification. Et après, ils vont dire ici que mise à jour, couleur de l'arrière-plan. Je mets volontairement, il fait volontairement une faute de frappe là. Si je refais un git log one line ici, vous allez voir qu'on a rajouté un commit ici, qui en réalité n'apporte rien du tout. Parce qu'on a mis juste un espace en fait. Comment on peut voir que ça n'apporte rien du tout? Il suffit de faire la différence entre les deux commits. Je vous montrerai ça par la suite en fait. Alors, nous ici donc, ce qu'on veut donc faire dans cette branche, c'est de dire que ce commit-ci en fait, il n'est pas bien. On veut le supprimer. Pour le supprimer, comment vous faites pour supprimer un commit? Tout simplement, vous allez donc dire ici que git reset -hard. En gros, je dis ici que git modifie l'historique des commits et replace-toi vers le commit qui est en bas, en fait, tout simplement. Je vais donc donner ici le numéro du commit ici, qui est le SHA-1 en gros. Je vais dire que je veux qu'il revienne ici, qui est le 5 C9. Vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les valeurs. Hein. Dès que vous mettez 4, ça suffit parce que c'est assez discriminant en fait par rapport aux autres. Et donc là, il va vous dire que le head a été maintenant mis sur l'arrière-plan en fait. D'accord? Donc ça veut dire que ça a déplacé votre curseur vers ce commit-là. Donc si je fais un git log one line ici, vous allez donc voir ici que le commit qui avait la couleur qui est là, il n'est plus là. Et on a déplacé maintenant le curseur vers celui-ci en fait. D'accord? Si vous refaites un git log one line -all comme ça, vous allez donc voir que là, effectivement, on l'a complètement supprimé. On n'a plus moyen de revenir sur l'ancien commit. En fait, il faut être à même de, il faut être sûr que ce que vous voulez faire, quand vous faites un reset-hard, que vous n'allez pas revenir en arrière sur votre commit. Alors, moi, je vais donc, comme on a dit tout à l'heure ici, renommer ce commit ici. Pour renommer un commit, c'est très simple. Vous faites un git commit -amend. C'est-à-dire que vous pouvez donc
faire un amend pour modifier un commit. Et donc, il va vous donner dans le message qui a été mis au départ. Et vous venez ici, ça c'est du shell un peu, du VI en fait, pour ceux qui ont fait un peu de shell. Mise à jour, je vais taper I pour entrer en mode interactif pour pouvoir insérer. Vous avez le insert qui s'est affiché juste en dessous là, de la couleur de l'arrière-plan. Échappe, WQ pour quitter le terminal et enregistrer les modifications. Write on Git. Je fais un git log online. Voilà, j'ai gardé j'ai juste mis ici donc la mise à jour, le mot du moins mon message en fait. D'accord. Donc voilà qu'on pouvait donc renommer un commit aussi. En faisant un git commit-amend. Vous pouvez donc faire comme ça. Vous pouvez aussi modifier une valeur dans votre arrière-plan ici. Par exemple, supposons que le vert ici, je dis n'importe quoi. Hein, je vais le passer aussi en bleu ici. D'accord. Ça va me modifier ma couleur. Sauf que je n'ai pas besoin de refaire un commit pour ça. Je vais donc rajouter le commit à un commit qui existait déjà. Au dernier commit, bien sûr. Comment je fais ça? Je vais faire un git commit. D'abord, je vais faire un git status pour commencer. Comme je suis dans mon staging area ici, je peux donc juste faire un git status comme ça. Là, vous voyez que le fichier a été modifié. Je n'ai pas besoin de rajouter un nouveau commit pour ça. Je vais donc rajouter la modification au dernier commit. Je vais donc faire d'abord un git add, pardon. Et je vais faire un git commit, no edit en fait. Voilà. Donc, je vais faire add, je rajoute donc dans le staging area et ensuite je fais un amend no edit pour rajouter le commit à la dernière modification. Si je refais un git log ici, vous voyez que je reste donc ici sur le dernier message en fait, quoi, tout simplement. Ok. Donc chaque fois, rassurez-vous que vous êtes dans le working area, vous déplacez dans le staging area avec un git add et puis vous faites le commit derrière pour enregistrer modification. Ok. On verra par la suite aussi dans d'autres vidéos comment supprimer des commits si on n'en a pas besoin, bien sûr. Donc maintenant, j'ai ma branche qui est plutôt stable. Alors, comme on l'a dit, la branche principale pour nous, ce sera le main. Donc, pour garder les travaux de votre branche, vous pouvez faire maintenant un git push aussi de votre branche que vous avez créée. OK. Quand vous faites un git push donc, il va donc vous dire qu'il a pris votre branche et l'a mis en ligne. Tout simplement, ce qu'on va faire donc ici, c'est que si je reviens sur sur le projet qu'on a en ligne, vous allez voir que maintenant, ici, en dessous, on a deux branches. Voilà, deux branches. Donc, deux branches. La première, ici, c'est la main sur laquelle on travaille depuis. Et ça, c'est la feature branche, en fait. Vous pouvez maintenant fusionner les deux branches. Vous savez comment vous allez dire, bon, on a travaillé sur la main, on a travaillé sur la feature. C'est plutôt stable. Comme la branche de référence pour nous, c'est la branche feature. On va donc la fusionner dans la branche principale. On parle de merge cette fois-ci. La merge, c'est la fusion de deux branches, en fait, tout simplement. Comment je fais ça? C'est très simple. Je vais d'abord me mettre dans la branche qui va contenir le code final, la branche réceptrice, j'aime dire. Donc, je vais faire un git checkout pour me déplacer d'une branche à une autre. La commande, c'est dans le checkout. Je ne vais pas rajouter le B ici parce que la branche existe déjà. Je n'ai pas besoin de la recréer. Donc, git checkout. Et ici, je vais aller dans la branche main. Donc, je me déplace donc, je change de branche. Un peu comme si dans une maison, je changeais de pièce, tout simplement. Et je n'ai qu'à dire ici que je veux un git merge feature. Et ma feature ici, c'est style. Donc, vous voyez donc que je suis dans la main ici et je récupère dans ma feature style ici, tout simplement. Je peux donc faire un git push maintenant pour dire en gros que mon travail en local est maintenant à jour par rapport à jour sur le répertoire distant. Donc, vous allez créer votre branche, vous allez fusionner votre branche avec le git merge, bien sûr, et puis vous pouvez donc comme ça continuer à travailler. Okay. Maintenant que j'ai poussé la branche, je peux la supprimer, sinon on va se retrouver avec plusieurs branches en fait. Je vais donc dire ici que c'est git branche-d pour dire que je vais la supprimer. Et la branche que je vais donc supprimer, c'est la branche que je supprime, pardon, c'est la branche feature style en fait. Là, il vous dit que la branche a été supprimée. D'accord? Comme je l'ai supprimée en local, il faut aussi la supprimer à distance, bien sûr. Je vais dire ici que c'est git push. Je vais donc pousser la branche ici. Et je vais donc dire ici que quand on va... En fait, le push, en fait, son job, c'est pour supprimer la branche. Donc, je vais donc faire un push sur l'origine qu'on a définie tout à l'heure. Mais
je rajoute un delete pour dire en gros, le push n'est pas vraiment un push, mais l'idée c'est de profiter de ça aussi pour supprimer la branche. Donc, on a dit ici que je vais faire un feature style. Okay. Et donc, j'ai donc supprimé ma branche en local sans faire le push avec le git branche-d pour supprimer ma branche. Et qu'à faire un git push-delete, je supprime la branche à distance. Je reviens donc ici, je rafraîchis. Je n'ai plus que ma branche main avec tout mon travail qui est à jour. Donc voilà comment vous allez donc pouvoir créer vos premières branches, modifier vos commits et puis fusionner les travaux que vous avez. Nous allons maintenant aborder une autre notion qui est très courante et très utilisée quand on est avec Git comme outil, tout simplement. La notion, c'est la notion de rebase. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est de dire que vous avez votre branche main qui est la branche principale de votre code pour le moment. Encore une fois, quand on parlera de Gitflow, dans une autre vidéo, je parle de Gitflow. Je vais vous montrer qu'on parlait sur plusieurs branches de transit, bien sûr, avant d'arriver sur la branche main. Donc, on va dire que nous, on parle de la branche main. Et puis, on a notre branche feature sur laquelle on va travailler, en fait. Donc, à un moment donné, il peut y avoir une évolution sur la branche main, en fait. Et il faut récupérer cette évolution dans notre travail pour pouvoir continuer et rester à jour, en fait. Parce que le plus vous attendez pour être à jour sur une branche, vous allez faire face à ce qu'on appelle des conflits par la suite. D'accord? Ça va être un problématique. Donc, le rebase va vous permettre donc de récupérer le travail qui est sur la branche main et de mettre dans votre branche chaque fois. OK? Donc voilà, on va parler de rebase rapidement et puis je vous montre comment ça marche. Alors, on va revenir sur notre carte ici, là, à laquelle on travaille depuis. Ici, il y a un JS là, qui est pas mal là. Donc, je vais reprendre le même JS ici. Je crois que c'est du jQuery d'ailleurs. Bon, c'est pas très grave. Je ne vais pas le reprendre. Je vais mettre juste un JS qui fait un console log. C'est juste d'essayer de rajouter des fonctionnalités tout simplement. Alors, ce que je vais en faire ici, c'est que je vais créer un nouveau répertoire. D'abord, dans mon main ici, il faut que je crée une branche. Git checkout-b. Je vais rajouter dans les scripts ici. Donc maintenant, je vais créer un répertoire ici qui est amené à contenir mes scripts. Je vais en mettre ici un index.js. Voilà. Je vais leur dire ici que mon index fait juste un console log en fait. Maintenant que j'ai ça, je vais donc pouvoir rajouter dans mon index.html. Donc je vais d'abord faire un petit add ici, git add git commit. Je vais nettoyer tout ça déjà. Maintenant, je vais donc dire que ça c'est un git commit. -a pour amender le contenu, rajouter un message ici, et puis je vais donc rajouter ajout des scripts. Voilà. Ça, c'est mon premier commit sur la branche. Deuxième chose que je vais faire, c'est intégrer le script dans ma page HTML. Vous pouvez le faire ici en dessous, juste avant la section du body. Vous dites que vous avez votre script ici. Vous avez donné la source. Ce sera dans le répertoire script, fichier index.html. Vous dites que le type, c'est du texte qui va contenir du JavaScript en fait. Et voilà. Donc si je relance mon projet, je vais faire un go live ici en dessous parce qu'on a installé déjà Live Server. Vous voyez, ça fait des choses, mais bon, c'est pas vraiment ce que l'on veut voir ici comme fonctionnalité. Nous, on veut voir le console log ici. Voilà. Ouais, le V4 qu'on a mis tout à l'heure, il est là dans la console en fait. Donc maintenant, on a intégré. Je vais donc pouvoir dire ici que je vais faire un commit cette fois-ci. Et je vais dire que ce que je vais faire, c'est l'intégration à l'index. Au fichier index.html. Donc je peux donc pousser aussi ma branche si je veux sans problème, quoi. D'accord? Si je fais un git push là, comme on l'a fait pour l'autre branche, il va donc me mettre ma branche donc sur GitHub.
Donc, vous avez fini votre travail local, vous êtes sûr qu'il est plutôt cohérent. Vous avez donc la branche qui est créée ici. D'ailleurs, si je clique sur les deux branches, je vais mettre deux branches ici qui sont créées. Alors, maintenant que j'ai les deux branches qui sont créées, c'est là où on va partir maintenant sur le Rebase. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va dire ici que je vais aller sur la branche humaine. Donc, je vais changer de branche dans Git. Si je dis ici que je vais faire un clear encore une fois pour que ce soit lisible, je vais faire un Git checkout. Pour changer de branche, donc c'est avec un checkout en fait. Je vais donc faire un Git checkout main ici. Dans mon main ici, vous allez voir que le fichier index.html n'existe plus et il n'y a pas de chemin vers le script. D'accord? On va se dire que je peux rajouter par anticipation, même pas par anticipation d'ailleurs, je vais venir dire ici que dans mon V4 qui est ici, je vais rajouter ici un numéro de téléphone par exemple. Donc ici, je rajoute un numéro de téléphone. Donc je vais dire ici que git commit pour enregistrer la modification. Je vais donc dire ici que c'est mon numéro de téléphone. Voilà. Si je reviens maintenant sur mon autre branche que j'avais tout à l'heure ici, vous allez donc voir que mes deux branches, en fait, là, il y a une différence. Comment je peux voir la différence entre mes deux fichiers? Je peux dire ici que je vais faire un git diff sur la branche main, en fait. Vous allez voir ici que si vous prenez le fichier index.html ici, là, il vous dit en gros que il y a ces lignes-ci qui n'y a pas, qui a été supprimée dans cette branche-ci. Et il y a cette ligne ici que j'ai rajoutée en plus par rapport à l'index.html. De plus, il me dit que j'ai créé un répertoire ici. Donc, vous voyez comment on a créé un répertoire ici qui n'existe pas ici dans le main, en fait. Donc, faire le différent entre les deux, vous allez voir les différentes infos comme ça. Ce que je vais faire donc, c'est de dire que, avant d'avancer, l'idéal, ce serait de récupérer la modification qui était faite dans la branche main. Donc, alors, si je fais ce qu'on a fait tout à l'heure, je dis ici que je veux un git merge main. Là, il va me dire en gros que il veut me mettre, propose un message en fait. Il me dit en gros que c'est un merge de la branche main dans ma branche aussi. Ça, je veux bien. Je dis échappe 2.wq. Et là, vous allez voir que j'ai récupéré la modification qui est ici. Elle est là. D'accord? Alors, si je fais dans un git log one line pour voir l'historique de mes commits, vous allez voir que ici, on a la branche main qu'on avait au départ. Ici, on a ajouté le script. On a rajouté l'index.html. Ça, c'est ce qu'on a fait dans nos branches tout à l'heure. Et du main, maintenant, on a récupéré le commit qui a le numéro du téléphone. D'accord? Et ici, il me dit donc que ma branche est à jour. Le head, c'est la position de mon curseur de Git dans ma branche. Sur ma branche, en fait. Et il a fait le dernier commit. En gros, il a créé un commit pour faire la fusion des deux. D'accord? Il a fait la fusion des deux en faisant un commit. Donc, nous, ce qu'on veut donc faire, tout simplement, c'est de dire que on aimerait que nos commits, ici, là, soient au-dessus, en fait, pour que l'historique soit plutôt linéaire, en fait. Parce que là, les deux historiques ne sont pas linéaires. Parce que la modification qui a été faite dans le main, il faudrait qu'on la récupère. Comme on est en train de travailler sur notre branche, que notre branche est la plus à jour, il faudrait qu'on utilise plutôt nos commits à nous. D'accord? Donc, pour ça, il faut passer donc par le Rebase, en fait. Le Rebase, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le main et votre branche. Il va voir que sur le main, il y a un nouveau commit. Et comme votre branche est partie du précédent commit, il va récupérer vos commits dans la branche que vous avez. Il va les mettre de côté, un peu dans un tampon, quoi. Et il va donc appliquer d'abord les commits du main. Et ensuite, dès qu'il a fini d'appliquer les commits du main, il joue vos commits au-dessus. Comme ça, on a plutôt un historique plutôt linéaire, en fait, de différentes modifications, en fait. D'accord? Donc, je vais donc faire ça avec le Rebase. Vous allez voir comment ça marche. Pour commencer, je vais commencer par revenir ici. Nous, ici, on était ici. Donc, je vais faire un git reset-a. Je vais donner le numéro du commit qui est là. Comme ça, il va donc me ramener ici. Ça, c'est l'état de ma branche jusque-là. On est plutôt bien. Donc, ce que je vais donc faire maintenant, c'est, au lieu de faire un merge main, je dis que git rebase main. OK? Là, il a récupéré mon projet, et il a mis à jour avec le main. Si je fais un git log one line ici, vous allez donc voir ici qu'est-ce qu'il a fait. Première des choses, c'est qu'il a d'abord pris le commit du main. Il a d'abord appliqué. Et ensuite,
tous mes 2 commits que j'avais fait là sont au-dessus en fait, quoi. Sont le plus, sont le... Par contre, si je veux que la branche distance reste à jour, je peux maintenant faire un push, maintenant mettre à jour. Donc voilà comment vous voyez la différence entre le merge et le main. Le merge, il va prendre vos commits, ses commits à lui, il va appliquer au-dessus. L'historique n'est pas bon, c'est pas bien, plutôt linéaire. Par contre, le Rebase, qu'est-ce qu'il fait? Il prend d'abord vos commits que vous avez dans votre branche, il met de côté, par rapport à la dernière position du merge, bien sûr, parce que le main était d'abord ici. On a créé notre branche sur ce commit-ci. Le main a eu une nouvelle modification. Donc, il prend donc les 2 commits qu'on a eu tout à l'heure ici. Il met d'abord de côté. Il applique les commits du main. S'il y en a 10, 30, 40, il les applique tous. Et par-dessus, maintenant, il vient appliquer vos commits à vous. Comme ça, on peut voir l'historique des différentes branches. Une fois que j'ai dit ça, question donc, comment je fais pour mettre à jour le main par rapport à mes modifications qui sont dans le Rebase? Donc, je vais me mettre cette fois-ci encore sur le main. Git checkout main. Et cette fois-ci, je vais faire un git merge feature script. Et là, tout est à jour. Je peux faire un git push. Mais je vais leur faire un git diff d'abord. Entre les deux, feature script. Il n'y a pas de différence. Il me dit qu'on est bien en fait. Grosso modo, sinon il m'afficherait les différences. Je peux donc faire un git push maintenant. Alors, la moralité de l'histoire, c'est quoi? C'est de dire que quand vous avez une branche fille de la branche principale, pour récupérer les mises à jour de la branche principale, qui est le main pour nous ici, vers la branche fille, qui est le feature, il faut utiliser un Rebase. Comme ça, on peut garder l'historique de votre travail. Et quand vous avez fini de travailler sur la branche fille et que vous voulez transférer les modifications de la branche fille vers la branche principale, il faut passer par un merge en fait. Donc, Rebase de la principale vers la fille, et de la fille vers la principale, un merge en fait. Voilà comment on utilise les 2 commandes dans le flow en fait. Voilà ce que je voulais voir avec vous sur Git, sur cette petite vidéo intro là. L'idée c'était pas d'être très très longue sur Git, mais c'était vous montrer au moins les premières bases pour que vous puissiez travailler sur vos projets sans problème en fait. Je reviendrai avec d'autres petites vidéos là qui vous expliqueront par exemple comment modifier un commit, renommer un commit. Ça on l'a vu un peu, mais il y a plusieurs façons de le faire. Je verrai avec vous comment on peut fusionner aussi plusieurs commits. Ça, c'est des choses qu'on va voir ensemble. On va voir plusieurs autres choses autour de Git en fait. Mais avec ce que je viens de montrer là, pour moi, au moins, vous avez la base pour commencer à bosser sur votre projet. D'accord? J'espère que vous ne repartez pas bredouille et que vous avez encore appris des choses. C'est ce qui me fait plaisir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Même si vous n'avez pas aimé d'ailleurs, laissez un commentaire, ça nous permet de toujours nous améliorer. Comme je dis toujours, si vous voulez discuter, retrouvez-moi sur LinkedIn, c'est toujours avec plaisir. Vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche là, on échangera ensemble, vous tomberez directement sur moi. Et puis vous pouvez aussi prendre un créneau sur mon site et puis on va échanger ensemble en one-to-one sur quelques questions que vous pourriez avoir. Okay? Encore merci, prenez soin de vous et à très bientôt.